Électromobiliste, bonjour. Électropartage, ex-Tesla France Picardie, vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner le fonctionnement de la régulation dynamique d'une borne de recharge à domicile. Le contrôle dynamique de la puissance, c'est ce que l'on nomme improprement le délestage de la recharge. En effet, le terme délestage laisse penser que la borne va couper sa recharge alors que l'action qu'elle propose sera bien plus subtile. Ainsi, la borne va plutôt réguler automatiquement sa puissance de façon à réduire, si nécessaire, l'intensité de la recharge afin de ne pas dépasser la puissance globale de votre abonnement électrique. Cette fonctionnalité est apparue indispensable à l'usage au regard des puissances délivrées pour que la borne ne puisse pas provoquer une disjonction générale du domicile. Dans cet épisode, je vous propose de vous expliquer en détail cette subtile fonctionnalité en utilisant l'exemple des capacités de la borne de recharge V2C en termes de contrôle dynamique de sa puissance. Pour mettre en œuvre le contrôle dynamique de la puissance, la borne V2C dispose de plusieurs méthodes pour capter l'intensité délivrée par votre abonnement. Cette borne peut utiliser, par exemple, une solution câblée propriétaire avec prise RJ45 et le dispositif V2C Control Box. Cette solution nécessite un câble de type réseau. Dans mon cas particulier, ce cas de figure n'était pas pertinent au regard de la distance entre la borne de recharge et le tableau électrique. De plus, pour ce dispositif, l'entrée d'information de la puissance des panneaux solaires utilise des capteurs d'intensité centralisés, ce qui est incompatible avec l'utilisation des panneaux photovoltaïques mobiles équipés de micro-onduleurs individuels. La borne peut également utiliser une liaison directe avec un onduleur principal connecté à vos panneaux photovoltaïques. Cette solution nécessite l'utilisation de panneaux en toiture équipés d'un onduleur centralisé compatible avec la borne. Ce type de connexion peut être établi via Wi-Fi, Ethernet ou par connexion RJ45 avec des onduleurs tels que ceux qui s'affichent à l'écran. La borne V2C peut aussi utiliser un compteur Wi-Fi de chez Shelly. Dans mon cas de figure, une connexion sans fil était la meilleure solution possible afin d'éviter la pose d'un long câble réseau. Autre raison, je ne dispose pas d'onduleur photovoltaïque centralisé. En effet, j'utilise actuellement des panneaux solaires équipés de micro-onduleurs qui sont dédiés à chaque panneau. Ainsi, et nous le verrons plus tard dans cette vidéo, le dispositif de la capture via un compteur Shelly va permettre de tenir compte à la fois de la consommation d'énergie de l'habitation, mais aussi de l'injection de courant dans le réseau Enedis en raison de l'activité des panneaux photovoltaïques, qu'ils soient mobiles ou fixes. Regardez la vidéo jusqu'au bout si vous souhaitez découvrir la pertinence de cette technique embarquée pour la recharge de véhicules électriques. Notez bien, il existe plusieurs compteurs Shelly et il convient de ne pas les confondre. Le Shelly 3EM, qui est proposé en option lors de l'achat sur le site internet de la box V2C Trident, et le Shelly Pro 3EM que je vous suggère d'acquérir car il est également compatible avec la V2C, mais en plus il présente de nombreux autres avantages. En effet, le Shelly Pro 3EM est moins encombrant. Sa largeur n'est que de 18 mm, ce qui correspond à la largeur d'un module standard dans un tableau électrique. Le Shelly 3EM, quant à lui, mesure 22 mm de large, ce qui est problématique lorsque le tableau manque de place sur son ride-in. Les disjoncteurs et autres composants sont conçus pour s'adapter à ces modules de 18 mm, ce qui permet une installation et une organisation facile dans un tableau électrique. Par ailleurs, le Shelly Pro 3EM offre une précision de mesure d'environ 1%, assurant une surveillance précise de la consommation électrique. Il dispose d'une connexion Ethernet LAN pour un branchement en RJ45 avec votre box Internet, offrant des options de connexion flexibles et fiables.
Il conserve ses enregistrements à intervalles d'1 minute jusqu'à 60 jours. Il est compatible avec des systèmes domotiques comme Home Assistant, MQTT et des systèmes cloud permettant une intégration avancée. En résumé, le Shelly Pro 3EM est conçu pour offrir une surveillance précise et une gestion énergétique optimisée dans des environnements complexes. Autre avantage à mes yeux, il est préconisé avec les batteries de stockage à domicile de type Zendur, ce qui permet de n'utiliser qu'un seul Shelly à la fois pour la borne V2C et les batteries Zendur. On optimise ainsi la place dans le tableau électrique. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, je vous suggère le Shelly Pro 3EM et non pas le Shelly 3EM. Par ailleurs, le Shelly Pro 3EM bénéficie fréquemment de belles promotions. Pour installer le Shelly Pro 3EM, il faut respecter le schéma de câblage qui est présent sur l'appareil. Si vous n'avez pas de compétences en électricité, je vous conseille vivement de faire appel à votre électricien préféré. Pour mesurer la consommation de votre arrivée générale d'électricité, le compteur est équipé de pinces ampère-métriques qui captent le champ magnétique du ou des fils de phase afin que le compteur puisse convertir cette information en intensité exprimée en ampères. Notez bien, il est nécessaire de respecter les positions de ces pinces afin de mesurer correctement le sens de circulation des électrons. Le signal doit être positif si l'on consomme de l'électricité ou négatif si l'on injecte du courant vers le fournisseur d'énergie. Ce réglage est important pour une bonne transmission des données vers la borne. C'est notamment le cas lors de l'utilisation de panneaux photovoltaïques qui peuvent réinjecter du courant vers le réseau électrique Enedis si tout n'est pas utilisé en autoconsommation. Une fois installé, ce Shelly se présente ainsi dans le tableau électrique. Dans mon installation triphasée, un disjoncteur tétrapolaire protège les 3 phases et le neutre qui alimente le Shelly. Sur le Shelly, des voyants permettent d'afficher la présence de l'alimentation, du Wi-Fi ou du branchement éventuel d'une prise réseau RJ45. Toutes ces données sont transmises aux appareils qui en ont besoin, notamment la borne V2C Trident, afin qu'elle puisse gérer le contrôle dynamique de sa puissance de recharge pour ne pas dépasser la valeur maximale de votre abonnement. Ces mêmes données sont également et simultanément transmises vers des batteries Zendur afin d'éviter ou de minimiser l'injection de courant vers le réseau Enedis et ainsi maximiser l'autoconsommation. L'application du Shelly va vous permettre d'afficher de nombreux paramètres. En triphasé, verticalement, vous avez les données pour la phase A, puis les données pour la phase B et enfin les données de la phase C. Dans le respect des normes de couleur des fils électriques, l'indication phase A correspond à la phase 1, c'est-à-dire le fil marron de l'alimentation générale. L'indication de la phase B correspond à la phase 2, c'est-à-dire le fil noir de l'alimentation générale. Et l'indication phase C correspond à la phase 3, c'est-à-dire le fil gris de l'alimentation générale. En monophasé, vous visualisez les données de votre unique phase C si la pince ampérométrique a bien été branchée sur l'entrée C. Notez que le fil bleu correspondant au neutre aurait pu être branché sur une pince ampérométrique optionnelle sur l'entrée N du Shelly afin, entre autres, d'améliorer la précision des données captées. L'application Shelly permet d'afficher la puissance active en watts ou en kilowatts. Si cette puissance est positive, votre domicile consomme de l'électricité. Si cette valeur est négative, alors vous injectez votre électricité vers le réseau Enedis. L'énergie consommée qui est facturée aux particuliers par votre fournisseur d'électricité est affichée en wattheures ou en kilowattheures actifs. C'est le résultat de la somme des puissances en watts ou kilowatts à tout moment multiplié par le temps en heures. Le cumul de l'énergie totale est affiché ici. La puissance apparente est ici exprimée en voltampères ou kilovoltampères.
Cette puissance apparente résulte de la multiplication des volts et des ampères. L'énergie correspondante exprimée en volts-ampères-heure, qui n'est pas affichée ici, est facturée aux professionnels et non pas aux particuliers. Ce qui est noté courant n'est autre que l'intensité qui est exprimée en ampères. L'intensité représente le débit d'électrons. La tension est exprimée en volts. La tension est analogue à la pression de l'eau dans une canalisation. Cette tension permet le déplacement des électrons dans un sens ou dans l'autre afin de consommer de l'électricité vers votre domicile ou d'injecter de l'électricité vers l'extérieur de votre habitation si, par exemple, vous disposez de panneaux photovoltaïques. La norme européenne EN 50160 spécifie que la tension doit rester dans une plage de plus ou moins 10% de la valeur nominale. Cela signifie que la tension peut varier entre 207 volts et 253 volts. Si votre domicile est proche du transformateur de quartier, comme c'est le cas chez moi, alors la tension sera élevée. En revanche, si vous êtes éloigné du transformateur, alors la tension sera plus faible. Notez bien, si la tension électrique de votre habitation est trop faible, sous les 207 volts, alors il est possible que votre borne de recharge se mette en défaut et refuse d'alimenter votre véhicule. Dans ce cas, il vous faudra contacter Enedis pour résoudre ce problème de non-conformité. De la même manière, si la terre est de mauvaise qualité, alors la recharge se mettra en défaut. Le facteur de puissance permet de convertir la puissance apparente, qui est exprimée en volts-ampères ou kilovolts-ampères, en puissance active, qui est exprimée en watts ou en kilowatts. La valeur du facteur de puissance peut varier entre 0 et 1. Si vous consommez de l'électricité sur des machines très résistives, comme de simples radiateurs électriques, alors le facteur de puissance tend vers 1. Mais si vous utilisez des appareils contenant des composants électroniques tels que des ordinateurs, des éclairages LED, etc., alors le facteur de puissance va tendre vers le 0. Observez ce triangle qui permet d'appréhender les différents types de puissance. Ce triangle fait apparaître, au regard du facteur de puissance, que la puissance apparente en kilovoltampères est pratiquement toujours supérieure à la puissance active exprimée en kilowatts. Par ailleurs, il faut bien noter que c'est l'énergie apparente en kilovoltampères-heure qui est facturée aux professionnels afin de tenir compte de l'énergie réactive délivrée par le réseau électrique. Par contre, ce n'est que l'énergie active en kilowattheure qui est facturée aux particuliers. Pour votre domicile, le distributeur de réseau électrique ignore l'énergie réactive. Pour s'en convaincre, examinez votre facture d'énergie et vous verrez que les coûts sont calculés au kilowattheure et non pas au kilovoltampères-heure. En tant que particulier, je vous laisse méditer sur l'économie réalisée sur la différence entre les deux types de facturation. Bien avant que je fasse l'acquisition de la borne V2C et du Shelly Pro 3EM, j'avais équipé mes circuits électriques de plusieurs compteurs d'énergie avec pince ampérométrique fonctionnant sous le protocole Zigbee afin de mesurer de nombreux paramètres et de les afficher dans mon environnement domotique Home Assistant. Ainsi, je peux visualiser l'historique de nombreuses données de mon domicile. Observez par exemple l'enregistrement des variations sur quelques heures de la tension en volts de la phase 1. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la tension n'est pas vraiment constante dans le temps, et l'on visualise ici des variations de tension plus ou moins importantes, probablement provoquées par des consommations électriques variables sur le réseau. Bien évidemment, pour une recharge de véhicule électrique optimum, il faut impérativement s'assurer que la tension soit bien de 230 volts à plus ou moins 10%. Il est donc nécessaire, avant d'installer une borne, de vérifier que la tension soit comprise entre 207 et 253 volts, tout en s'assurant qu'aucun de ces deux seuils ne puisse être dépassé. Si vous ne disposez pas de tels enregistrements,
vous pouvez trouver ces informations de tension minimale et maximale à l'aide de l'application Shelly. En bas de la page du menu graphique de l'application, vous trouverez ainsi les valeurs moyennes, les valeurs maximales et minimales de toutes les phases sur une période de votre choix. Autre exemple, un enregistrement du facteur de puissance de la phase 1. Le facteur de puissance est donc le rapport de la puissance active en kilowatts divisé par la puissance apparente en kilovoltampères. Ce coefficient est compris entre 0 et 1. Plus l'angle phi du triangle est faible et plus le facteur de puissance tend vers 1. Plus l'angle phi du triangle est grand et plus le facteur de puissance tend vers 0. Dans cet exemple, on retiendra que le facteur de puissance a varié fréquemment de 0,4 à 0,9. La période de temps où le facteur de puissance tournait autour de 0,9 correspondait à une recharge de véhicules électriques associée à une forte consommation de l'habitation. La chute du facteur de puissance à 0,4 correspond probablement à de faibles consommations électriques utilisant essentiellement des éclairages LED et des appareils électroniques à domicile. Notez bien, en tant que particulier, plus le facteur de puissance est faible et moins vous payez de kilowattheures puisque la puissance active diminue. Toutes ces données relatives aux mesures électriques que nous venons de décrire sont envoyées à la borne V2C afin qu'elle puisse intelligemment contrôler de façon dynamique sa puissance de recharge. Dans mon exemple, le Shelly Pro 3EM envoie via le Wi-Fi les informations qui sont nécessaires à la borne. Depuis l'application mobile de la V2C, vous pouvez ainsi visualiser la puissance en kilowatts qui émane du réseau de distribution électrique. Et si le véhicule électrique est en charge, alors la puissance électrique délivrée en kilowatts est également affichée. On observe ici que la puissance délivrée par la borne n'est que de 8,12 kW, alors que la puissance de charge configurée est à 11 kW. Cela est dû à la fonction de contrôle dynamique de puissance qui est activée dans la configuration de la borne V2C. C'est à partir de ce bouton que vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Dans mon cas de figure, j'ai configuré un compteur comme type d'appareil, mais j'aurais pu choisir un onduleur. J'ai sélectionné le compteur Shelly Pro dans la multitude de choix possibles. J'ai indiqué le numéro de l'IP statique du Shelly. IP signifie Internet Protocol, c'est un ensemble de règles qui régissent la manière dont les données sont envoyées et reçues. Chaque appareil dispose d'une IP unique qui permet de l'identifier. Cette adresse est statique par opposition aux adresses dynamiques. J'ai sélectionné le schéma d'installation sur Normal et j'ai choisi Triphasé et Installation avec photovoltaïque avant de sauvegarder ma configuration dans la borne V2C. À propos de l'adresse statique, celle-ci est attribuée manuellement par l'administrateur de votre réseau. À domicile, cette fonctionnalité est probablement réglable à partir de votre box Internet dont vous connaissez le mot de passe administrateur. Une adresse dynamique, quant à elle, est attribuée automatiquement par un serveur. À domicile, c'est la plupart du temps votre box qui gère cette fonctionnalité. L'attribution dynamique de l'IP peut être modifiée à chaque fois que l'appareil se connecte au réseau. C'est la raison pour laquelle il est préférable d'attribuer une IP statique au Shelly afin que celui-ci soit rapidement reconnu par la borne. De la même manière, il est pertinent d'attribuer une IP statique à la borne. Bien entendu, l'attribution automatique de l'IP fonctionne bien, mais en cas de coupure de réseau ou en cas de coupure électrique, le rétablissement des connexions sera plus rapide et plus fiable si vous utilisez des IP statiques. Voici par exemple un réglage d'IP statique sur une box Internet Orange pour le réseau Internet à domicile, avec entre autres l'IP statique d'un Shelly Pro et l'IP statique de la borne V2C Trident.
Pour optimiser les réglages de la borne de recharge, il faut donc se poser la question de la puissance et de l'intensité qu'il faut configurer pour supporter les caractéristiques de votre abonnement électrique. Si votre abonnement est trop faible, le contrôle dynamique de la puissance de votre borne de recharge ne pourra rien y faire. En effet, il est nécessaire de disposer d'une puissance permettant d'alimenter la charge de tous vos appareils du domicile qui fonctionnent simultanément et de prévoir au moins 6 ampères de plus pour pouvoir recharger votre véhicule électrique. 6 ampères représentent environ 1380 watts sous 230 volts. C'est normalement la puissance minimale pour activer une recharge de véhicule électrique. En tout cas, 6 ampères est l'intensité minimale configurable dans la borne V2C. En dessous de cette intensité et de cette puissance, la recharge s'arrêtera. Ces tableaux listent les différents types d'abonnements en associant les puissances et les intensités possibles. Il faut donc déterminer votre abonnement au regard de vos puissances consommées afin d'optimiser au mieux la régulation dynamique de la puissance de recharge de votre borne afin d'éviter toute disjonction. 2 cas de figure peuvent se présenter à vous. Soit votre disjoncteur d'abonné est câblé en monophasé, soit il est câblé en triphasé. En monophasé, l'énergie électrique circule via un seul fil de phase et un fil de neutre. En triphasé, l'énergie électrique est répartie sur 3 fils de phase et un fil de neutre. À domicile, on utilise essentiellement 2 valeurs de puissance. En monophasé, vous disposerez probablement d'une borne capable de délivrer environ 7,4 kW. Cette puissance se calcule ainsi: puissance en watts égale tension en volts multiplié par l'intensité en ampères. Au regard du tableau des abonnements en monophasé, il est donc conseillé de disposer de l'abonnement de 9 kVA pour pouvoir recharger en 7,4 kW en monophasé. En triphasé, vous disposerez d'une borne capable de délivrer environ 11 kW pour une Tesla et plus rarement 22 kW. Cette puissance se calcule ainsi: puissance en watts égale tension en volts multiplié par l'intensité en ampères fois le nombre de phases. Au regard du tableau des abonnements en triphasé, il est donc conseillé de disposer de l'abonnement de 15 kVA, soit 25 ampères par phase, pour pouvoir recharger à 11 kW en triphasé. En effet, la plupart du temps, l'abonnement 12 kVA, soit 20 ampères par phase, ne laisse pas assez de marge pour l'utilisation de l'ensemble des appareils du domicile et de la borne de recharge. De fait, il est pratiquement impossible d'équilibrer les phases avec un abonnement de 20 ampères par phase si vous êtes équipé de gros consommateurs de courant. Ceci est une réponse à l'un de mes abonnés qui se plaignait de disjonctions intempestives lors de ses recharges. Les principaux paramètres qu'un électricien va devoir régler lors de l'installation d'une borne de recharge sont avant tout les intensités exprimées en ampères. Selon ces tableaux d'abonnement, pour une borne de recharge de 7,4 kW en monophasé, il va donc falloir, pour un abonnement de 9 kVA, ne pas dépasser une intensité d'environ 38 ampères. Pour une borne de recharge de 11 kW en triphasé, il va donc falloir, pour un abonnement de 15 kVA, ne pas dépasser une intensité d'environ 25 ampères par phase. Ces valeurs sont faciles à repérer car votre disjoncteur d'abonné affiche très clairement ces valeurs d'intensité maximale. Ici, pour mon installation en triphasé, le disjoncteur affiche 25 ampères par phase. En cas de dépassement de ces valeurs et au-delà d'une certaine tolérance, le disjoncteur va couper le courant. C'est donc ce critère d'intensité qui va nous servir dans la configuration de la borne de recharge. À partir de l'application de la borne V2C, les réglages sont accessibles de la manière suivante. Une fois l'application ouverte, on clique sur l'icône de la borne V2C. Sur cette page, on clique sur l'engrenage de configuration en haut à droite. Après avoir activé le contrôle dynamique de puissance
on clique sur le bouton « Configurer le contrôle dynamique ». Un curseur permet de régler l'intensité minimum de charge. Cette intensité peut varier d'une valeur minimum de 6 A et d'une valeur maximum de celle correspondant au maximum de charge. L'autre curseur permet de régler l'intensité maximum de charge. Cette intensité peut varier d'une valeur minimum correspondant à l'intensité minimum de charge et d'une valeur maximum de 32 A par phase. Puis on active le bouton « Définir le profil de charge » et on sélectionne un profil de charge parmi ceux proposés. On vous demande ensuite de configurer la puissance maximum de l'installation pour la semaine ou le week-end. Dans cette page, on vous propose entre autres d'indiquer la puissance contractée en kilowatts. Le curseur permet d'ajuster une valeur entre 0 et 30 kW. Puis vous devrez sauvegarder vos réglages pour que la borne prenne en compte cette puissance d'abonnement à ne pas dépasser. Mais pour quelles raisons l'application demande-t-elle une puissance d'installation maximale en kilowatts alors qu'il aurait été vraiment plus simple de demander une intensité maximale en ampères? De plus, partout ailleurs dans l'application, ce sont des intensités qui sont demandées et il aurait été plus cohérent et plus ergonomique de conserver tous les réglages en ampères. En effet, l'information de l'intensité maximale possible à domicile ne pose aucun problème à déterminer, puisque cette information est affichée très clairement dans le disjoncteur d'abonnés. Et c'est bien ce disjoncteur d'abonnés qui va couper le courant si l'intensité en ampères qu'il affiche est dépassée. À mon avis, demander une puissance en kilowatts, c'est-à-dire une puissance active, n'est pas si simple à calculer puisque l'abonnement à domicile annonce une puissance en kilovoltampères, c'est-à-dire une puissance apparente. A priori, il va donc falloir convertir la puissance apparente de l'abonnement en puissance active et au regard des précédentes explications de cette vidéo, la conversion n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît puisque le facteur de puissance par phase et la tension par phase sont des paramètres variables. Afin d'améliorer l'ergonomie de l'application V2C, je suggère donc aux développeurs de remplacer ce réglage exprimé en kilowatts par un réglage exprimé en ampères, comme le font d'autres bornes de recharge qui disposent d'une régulation dynamique de l'intensité. Merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Pour configurer notre borne V2C, il faut donc répondre à la question suivante. Quelle est la puissance maximale à renseigner en kilowatts, sachant que l'on dispose de 25 A par phase en triphasé pour une puissance de 15 kVA. Je vous propose un jeu concours dans lequel vous allez pouvoir répondre à cette question. Indiquez dans les commentaires de cette vidéo la réponse qui vous semble exacte. Bien entendu, vous pouvez argumenter vos réponses. Notez bien, le ou les gagnants vont pouvoir bénéficier d'un incroyable cadeau. La puissance apparente peut être confondue avec la puissance active, donc je propose 15 kW. Réponse A, 15 kW. La puissance peut se calculer ainsi. Puissance active en kilowatts égale tension en volts fois l'intensité en ampères fois le nombre de phases. La puissance active est donc de 230 fois 25 fois 3 égale 17 250 watts. Réponse B, 17,250 kW. La puissance active doit tenir compte du facteur de puissance que j'estime à 0,9. Puissance active en kilowatts égale tension en volts fois intensité en ampères fois facteur de puissance fois nombre de phases. La puissance active est donc de 230 fois 25 fois 0,9 fois 3 égale 15 525 watts. Réponse C, 15,525 kW. L'installation est en triphasé. Il y a 400 volts entre les phases. La formule est donc puissance active en kilowatts égale racine carrée de 3 fois tension en volts fois l'intensité en ampères fois le facteur de puissance, noté ici cosinus phi.
La puissance active est donc de 1,732 fois 400 fois 25 fois 0,9 égale 15 588 watts. Réponse D, 15,588 kW. Dans une précédente vidéo, nous avons expliqué qu'un boc de bière permettait de comprendre que la hauteur de la bière représentait la puissance active, que la mousse représentait la puissance réactive et que le total représentait la puissance apparente. Je pense donc qu'il faut répondre 1664 à multiplier au moins par 10 pour une belle tournée. Réponse E, 1664 kW. Si toutes ces précédentes réponses ne vous conviennent pas, alors n'hésitez pas à en expliquer les raisons en détail dans les commentaires de cette vidéo. Réponse F, une autre réponse. Vous l'aurez compris, calculer une puissance n'est donc pas aussi simple que de lire une intensité sur votre disjoncteur d'abonnés. Voici par exemple les courbes d'intensité de l'alimentation générale de mon habitation lors d'une recharge avec la borne V2C qui s'est déroulée entre minuit et 2h50 du matin. Le contrôle dynamique de la puissance, ou plutôt devrais-je dire de l'intensité, a permis de ne pas dépasser significativement le seuil de 25 ampères par phase de mon habitation. La régulation de l'intensité par la borne a donc bien fonctionné. Ici, on observe quelques pointes d'intensité qui ont été trop courtes pour provoquer une disjonction. On est donc ici dans le seuil de tolérance du disjoncteur d'abonnés. Dans cet exemple, il est important de comprendre que le disjoncteur va surveiller chacune de ces phases indépendamment. Et si une seule de ces phases dépasse trop le seuil de l'abonnement, alors le disjoncteur va couper l'alimentation, bien que les autres phases soient sous le seuil du disjoncteur. Il est donc important d'équilibrer les phases au sens où chacune d'elles, même seule, ne doit en aucun cas dépasser le seuil du disjoncteur. Observez les quelques pointes d'intensité qui ont été trop courtes pour provoquer une coupure de courant. Ici, sur la courbe jaune de la phase 2, on observe des pointes d'intensité très ponctuelles de 31 ampères, puis de 37 ampères, suffisamment courtes pour ne pas provoquer de disjonction. Visiblement, cette phase a subi une augmentation d'intensité ponctuelle provoquée par un appareil monophasé tirant sur la phase 2 et engendrant ainsi un déséquilibre entre les phases. Et finalement, au regard de ces courbes qui suivent précisément l'intensité de l'alimentation, ne serait-il pas plus pertinent de parler de contrôle dynamique de l'intensité de charge plutôt que de la puissance de charge? Voici en bleu les courbes de puissance de l'alimentation générale de la maison. En rouge, la courbe de puissance de la borne de recharge V2C. Et en jaune, la courbe de puissance photovoltaïque qui est à 0 en raison d'une recharge nocturne. Ces données sont issues de la borne V2C qui reçoit ces informations du compteur chez lui. On a là une belle illustration temporelle du fonctionnement de la régulation dynamique de la puissance de charge. Ainsi, la borne a notamment réduit sa puissance à 5,4 kW, puis à 6,1 kW pour une recharge maximale programmée à 11 kW, c'est-à-dire ici réglée à 16 ampères par phase. À chaque fois que la puissance de l'alimentation de la maison augmente, au-delà de la puissance maximale programmée, alors la puissance de recharge diminue pour empêcher ce dépassement de puissance de l'habitation. Le temps de réponse de la borne est suffisamment court pour limiter les dépassements intempestifs de la puissance de l'alimentation générale. On retrouve ici, pour l'alimentation de la maison, les pointes de puissance qui correspondent aux pointes d'intensité précédemment vues. Cette courbe bleue fait notamment apparaître deux courtes pointes de puissance à 21 000 et 22 000 watts. Au regard de la courbe bleue, vous allez certainement pouvoir déterminer la puissance maximale que j'ai programmée pour la borne V2C. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires
la prévision de puissance que vous avez observée dans les courbes ou que vous avez précédemment calculée. Et bien entendu, je reste disponible pour toute autre question. Maintenant, vous vous demandez certainement ce que vous pouvez gagner à mon jeu concours de la puissance maximale à programmer dans la V2C. Personnellement, quand je participe à un concours, je suis généralement frustré car je gagne très rarement. Même si je connais la bonne réponse, un tirage au sort va inévitablement m'éliminer. Pour vous éviter de tels désagréments et pour vous remercier de votre attention, j'ai décidé d'offrir à tous ceux qui ont visualisé cette vidéo jusqu'au bout un code promotionnel dans le cas où vous souhaiteriez faire l'acquisition d'une borne de recharge V2C Trident. Le code promo reprend le nom de ma chaîne, Électropartage. Ainsi, en accédant à la boutique en ligne V2C Trident, vous pouvez commander la borne qui vous convient en monophasé ou en triphasé et bénéficier d'une belle réduction. Bien entendu, je reste disponible pour toute explication complémentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me poser des questions et à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr ou électropartage.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Électropartage.